Allez, Salam, on va poursuivre notre série. Donc là, on va démarrer la résolution. Vous voyez, donc on a dans le précédent enregistrement, on a un tout petit peu expliqué ce qu'est la recherche opérationnelle. Ensuite, on a aussi évoqué cette notion de programmation linéaire. On a aussi parlé de la modélisation. D'accord. Donc là, on va attaquer, on va démarrer. Donc là, on suppose que là, vous maîtrisez déjà comment modéliser. Maintenant, une fois qu'on sait modéliser, ce qu'il reste à faire, c'est comment faire pour mieux comprendre, comment manipuler cette méthode qu'on appelle la méthode du simplex. D'accord. Donc, on va manipuler le plus simplement cette méthode, donc pour le cas d'une maximisation ou bien pour le cas d'une minimalisation. Donc, on va démarrer là avec le cas de. Là, on va démarrer avec un cas de maximisation. Donc voilà, là, on a pas mal d'activités. Donc, l'activité 1, de 1 à 5, c'est des activités avec des. C'est-à-dire, c'est tout de 1 à 5. Donc, toutes ces activités parlent de la maximisation. Mais le problème, c'est quoi? On n'a pas des, on a des programmes sous des formes différentes, et ainsi de suite, d'accord? Donc là, c'est tout ça, c'est. Mais on verra comment on va procéder pour pouvoir résoudre tout ce problème, d'accord? Donc sans plus tarder, on va prendre, c'est l'activité 1 qu'on va prendre. Donc soit le problème d'optimisation linéaire suivant, max de z est égal à 25x plus 15y. Donc là, on a le système de contrainte que là, on a 2x plus 2y inférieur à 2, ainsi de suite. Donc là, sans plus tarder, on va démarrer. Je vais lancer là. Attendez. Ok, c'est bon. Donc je lance. Ok, c'est bon. Ensuite, je vais, on va réduire ce cas-là et je vais vous expliquer comment procéder. Donc, voilà. Ok. Donc, on a notre programme. Donc, là aussi, je dois le réduire, mais de telle sorte que nous voulons utiliser, par exemple, là, mettre les deux sur l'écran et pouvoir travailler ensemble avec. D'accord. Donc là, je suis. Et c'est bon, ça marche. Ok, c'est bon. Donc là, je vais zoomer pour. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Donc, on va démarrer. Donc là, on a Donc, comme on l'avait expliqué la fois passée, donc on a déjà notre problème là, notre programme linéaire qui est là. Maintenant, ce programme linéaire est ce qu'on appelle est sous la forme canonique. Et sous la forme canonique. Donc là, on a la forme canonique. Si on a min aussi avec des supérieurs égales supérieurs, là aussi on appelle aussi la forme canonique. Donc la forme canonique, on a la inférieur égal pour le cas de la maximisation, supérieur égal pour le cas de la minimisation. Mais toutes ces deux formes, on les appelle. La forme de départ, c'est la forme canonique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si on n'a pas la forme canonique, il faudrait qu'on se ramène à ça. Et ainsi de suite. Maintenant, nous, on a la forme canonique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la forme standard. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. La différence entre la forme canonique et la forme standard, c'est quoi? C'est les symboles d'inégalité. Donc, au niveau de la forme standard, on n'aura plus ces formes, on n'aura plus ces symboles, les symboles d'inégalité. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, ça veut dire que là, on nous dit que on a 2x plus 2y est inférieur ou égal à 240. On réfléchit. Si on me dit que A, je prends un exemple, on me dit que A est inférieur ou égal à B. C'est un exemple. A est inférieur ou égal à B. Cela signifie que, cela signifie que si je fais B moins A, B moins A, je vais trouver quoi? Je vais trouver un réel R qui est positif. Un réel R qui est positif. C'est ça que ça signifie. Hein? On me dit que B est plus grand que A. D'accord. Là, on me dit que B est plus grand que A. Donc, B moins A est égal à R. R est positif. Donc, maintenant, là, si je fais ça, par exemple, là, au niveau de A, si j'ajoute par exemple là le R, je vais retrouver le B. D'accord. Si j'ajoute là le R, donc qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura plus inférieur ou égal, mais on va retrouver le B. Et ça, c'est facile à comprendre. Donc, on va retrouver le B. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir neutraliser les symboles, le symbole inférieur égal
on aura seulement égal, d'accord? Donc, on va tout simplement ajouter à la partie de gauche ce qu'on appelle des variables d'écart. L'écart qui existe entre les deux. Donc, le R là, je l'appelle variable d'écart. Donc, ça veut dire que c'est l'écart qui existe entre les deux. Donc, maintenant, si cet écart-là, je l'ajoute à gauche, donc ça veut dire que la partie qui est à gauche sera égale à la partie qui est à droite. C'est tellement simple, c'est uniquement ça, seulement ça. D'accord? Donc, pour trouver la forme standard, regardez ce qu'on va faire. Donc, attendez, je montre rapidement. Vous allez comprendre, c'est tellement simple, vraiment. Il suffit tout simplement d'être motivé et aussi de pratiquer. Parce que là, visualiser et de se dire que non, non, c'est bon, tiens, j'ai compris. Non, il faudra faire pratiquer, on va rencontrer des difficultés, on aura des erreurs à gauche, à droite. Oh, maintenant, si on parle bien à les résoudre, à trouver des solutions, là, on aura compris cette situation. D'accord? On y va. Donc, sans plus tarder, on y va pour la forme. Nous, on cherche la forme standard. Donc, je vais mettre quoi? Je vais dire que c'est le max, je vais revenir sur ça. Je vais dire 2x, 2x, ensuite plus quoi? Plus 2y, d'accord? Et je vais ajouter maintenant, écart, comme c'est des variables d'écart, je vais prendre les e, pour, d'accord, que ce soit plus parlant, donc E1, je dirais que égal à 240. Je vous explique comment on a fait pour neutraliser, par exemple, là, le symbole inférieur égal, donc est égal à 240. C'est bon pour ça? Donc là, on a quoi? On a 3x plus y, 3x plus y plus E2 égale à 140. Voilà. Enfin, ensuite là, je vais dire quoi? X virgule y supérieur ou égal à 0. C'est bon pour ça. Et là, je vais ajouter parce on vient d'introduire deux variables d'écart. Donc, je vais dire E1 virgule E2, E1 virgule E2 supérieur ou égal à 0. C'est bon pour ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais introduire, glisser ces B, mettre ces variables d'écart, faire apparaître les variables d'écart au niveau de la fonction objectif. Donc, max de Z égale à, max de Z est égal à quoi? On a 25, 25x, c'est bon, plus 15y, plus 15y, d'accord, plus 0,1, 0,1 plus 0,2, ouais, et c'est fini. Parce que c'est facile, hein? 0,1 est égal à 0, 0,2 est égal à 0. Là, c'est tout simplement pour faire apparaître par exemple, ces variables d'écart à ce niveau-là. Donc là, c'est bon, ça marche. Donc on a ce qu'on appelle notre forme quoi, notre forme standard. Donc au niveau de la forme standard, donc les contraintes, dans les contraintes, ça veut dire que là, on va neutraliser le symbole d'inégalité inférieur ou égal, et à la place, on aura égal. D'accord? Donc pour pouvoir neutraliser le symbole d'inégalité, donc on va tout simplement ajouter ce qu'on appelle les variables d'écart. Donc regarde, là, on a ce qu'on appelle notre forme standard. Maintenant, le tableau initial va démarrer à part là. C'est la forme standard qui va nous permettre de pouvoir définir notre tableau initial. Donc, le tableau initial, c'est le point de départ de notre algorithme. D'accord? Donc, n'oubliez pas ce qu'on avait dit dans la partie introductive. Donc, je vous ai dit que la recherche opérationnelle est une synthèse des domaines des mathématiques, des statistiques et des algorithmes. D'accord? Donc, vous voyez là, cette synthèse-là, ça rend la chose énorme. Donc, ça rend la chose plus intéressante, plus importante. D'accord? Donc, elle devient d'une manière, elle est grandiose.
D'accord? Donc là, on a la forme standard. D'accord? Maintenant, on va partir de la forme standard. On va partir de cette forme standard-là pour pouvoir définir notre tableau ini, notre tableau initial. D'accord? Attendez, donc pour le tableau initial, donc je vais regarder pour le tableau initial. Donc je vais tracer le tableau initial là pour vous montrer rapidement. Donc pour le tableau initial, c'est élémentaire. Donc, vous allez voir que le tableau sera aussi plus simple parce que je vais utiliser pas mal de propriétés. Même si les propriétés ne sont pas applicables pour ce cas-là, mais je vais vous en parler et ça vous permettra de pouvoir, complet, de pouvoir faire les choses de manière aisée, facile. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Dans cette partie, on a ce qu'on appelle là, là, on est dans la base. Maintenant, après, je vais parler, évoquer un petit peu de ça. Là, c'est les variables hors base qu'on va mettre à ce niveau. Donc, hors base, ça veut dire que c'est là, on est hors base et là, on est dans la base. Je mets X, je vais bientôt vous expliquer ça. Attendez, je termine. Là, je mets Y. Là, je mets quoi? E1. Là, je mets quoi? Là, je mets le E2. Là, je mets le E2. Et là, je mets par exemple quoi? Là, je mets le B qu'on appelle les contraintes, d'accord? Là, je mets E1, je mets E2. Donc, E1 et E2. Pourquoi je dis que E1 et E2 sont dans la base? Regardez ce qui se passe. Donc, on retourne un petit peu. Regardez ce qui se passe. Donc, là, au niveau de la forme standard, si je donne à X la valeur 0 et à Y aussi la valeur 0, donc je vais trouver E1 est égal à 240. D'accord? Et le E2 est égal à combien? Et le E2 est égal à 140. Donc là, on a une solution de départ. Donc une solution de départ. Donc c'est comme si par exemple là, on a notre base, on a notre solution de départ. Maintenant, cette solution de base, c'est ça qu'on va chercher à optimiser. Donc on a une solution de base. Donc ça veut dire que là, cette solution de base, on va l'optimiser. Donc là, on a notre solution de base. Par exemple, là on vous dit le E1 et le E2 sont dans la base. Donc c'est donc là, ouais. Maintenant, c'est le problème qu'on va rencontrer au niveau du cas de la minimisation. Parce qu'au niveau de la minimisation, on le verra, hein, là, c'est des moyens qu'on va mettre. Une fois qu'on mettra ces un moyen E1, un moyen E2, on va trouver E1 est égal à une valeur négative, E2 est égal à une valeur négative, ce qui est quasiment impossible. Parce que ces variables-là que nous allons intégrer, toutes les variables qu'on va utiliser sont des variables qui sont positives. Donc, ce qui va nous pousser, ce qui va nous obliger à faire ce qu'on appelle, à introduire ce qu'on appelle des variables artificielles. Ces variables artificielles vont nous permettre de pouvoir neutraliser le moyen qu'on va trouver avec au niveau des variables au niveau des variables E1, E2 et ainsi de suite, d'accord? Donc là, et vous allez voir que c'est élémentaire, vraiment, d'accord? Donc là, c'est bon, donc c'est bon, on est dans la base, d'accord? Maintenant, pour compléter, regardez, donc je prends d'abord, on est là au niveau de la première ligne. Les coefficients, c'est 2, 2, x, y, c'est 2, 2, les coefficients, donc on a 2, on a 2. Pour le E1, comme nous voyons le E1 dans la première égalité, donc son coefficient c'est 1. Maintenant, le E2, je ne le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? Parce que c'est 0 E2. 0 E2, donc le coefficient est égal à 0. Donc là, je mets un 0. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons là? On a égal à 240, je mets là 240. Très bien. Donc là, vous mettez les 240. C'est bon pour ça? Ensuite, vous venez, donc là, c'est bon. Ensuite, la deuxième ligne, vous faites la même chose. Donc, pour la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 1. Vous mettez d'abord là le 3 au niveau de X, le 1 au niveau de Y. Maintenant, le problème que nous avons au niveau de la deuxième, nous ne voyons pas le E1. Donc, c'est parce que son coefficient est égal à 0. La variable que nous ne voyons pas, on considère que son coefficient c'est parce que son coefficient est égal à 0. Donc, le E2, il est là, donc son coefficient est égal à 1 parce que c'est devant le E2, on a seulement 1. Hein. On n'a pas pris le. Donc là, s'il y a. Donc E2 est là, donc c'est une fois E2. Ok. Est égal à combien? Est égal à 140. C'est bon pour ça. Donc là, on a égal à 140. D'accord? Et maintenant, pour les coefficients de Z, donc vous regardez, là, vous venez là, les coefficients de Z, vous avez 25, 15. 25, 15. Là, on a 25 pour le X. 15 pour le Y. 15 pour le Y. Ensuite, le E1. Si vous regardez le E1, qu'est-ce qu'on a? Le E1, on a 0. Le E2 aussi, on a 0.
Donc là, vous avez ce qu'on appelle vous avez ce qu'on appelle votre tableau, le tableau initial. Maintenant, ce tableau initial va nous permettre de pouvoir définir ce qu'on appelle la colonne du pivot. Connaissant la colonne du pivot, on pourra aller chercher la ligne du pivot. Connaissant la ligne du pivot, l'intersection entre la colonne du pivot et la ligne du pivot va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le pivot. Et à partir de là, les choses sérieuses vont démarrer, d'accord? Maintenant, à retenir aussi, la colonne du pivot va nous donner va nous permettre de savoir quelle est la variable qui doit entrer dans la base. Parce que vous voyez là, on est dans la base. Les deux variables qui sont dans la base, ces deux variables, on aura la colonne du pivot va nous indiquer quelle est la variable qui va entrer dans la base. Et la ligne du pivot va nous permettre de savoir cette variable-là va prendre la place de qui dans la base. Est-ce que c'est E1 qui doit sortir en première position ou bien est-ce que c'est E2 qui doit sortir? Et maintenant, qui doit prendre sa place? Est-ce que c'est le X qui doit prendre sa place ou bien si c'est le Y qui doit prendre sa place, et ainsi de suite, d'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc là, on a notre tableau initial. Donc, pour ne pas que les enregistrements tirent en longueur, donc je vais m'arrêter là. Maintenant, le prochain enregistrement, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va démarrer. On va démarrer avec la colonne du pivot, la ligne du pivot et ensuite le démarrer le tableau. C'est bon pour ça. À très bientôt. Je vous adore. Que Dieu le Tout-Puissant veille sur vous. Merci beaucoup.